Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du 5 novembre de Candace Owens, 5 novembre 2025. Vidéo traduite en français bien sûr, installez-vous et bon visionnage. Très bien les amis, bon mercredi à certains d'entre vous à New York. Mamdani a gagné. D'accord, c'est un peu la grande nouvelle. L'establishment républicain a beaucoup d'excuses à propos de cette victoire. Les excuses vont du fait qu'il y avait trop de querelles internes du côté conservateur à l'idée que ce pays a été pris en main par des djihadistes. En gros, peu importe l'excuse, ils en ont une. Je pense que la vraie raison, c'est que l'establishment est tout simplement dans le déni total. À gauche comme à droite, ce qui se passe, c'est un mouvement populiste. Et ce qui se passe, c'est que nous en avons vraiment assez du sionisme, nous en avons vraiment assez des mensonges. Dans le même ordre d'idées, si vous l'avez manqué, Brett Cooper est apparemment le nouveau Hitler, ce qui me fait me demander, pourrait-on avoir des alertes iPhone pour ça, comme les alertes Amber, mais une alerte Hitler générale, pour suivre la dernière personne qui a dit quelque chose de sensé et qui du coup est maintenant accusée de commettre un holocauste. Ce serait plus simple comme ça pour moi en tant qu'utilisateur d'iPhone. Aujourd'hui, c'est en fait Brett Cooper. Voilà donc votre mise à jour. Et dans l'actualité de Charlie Kirk, rien n'a encore de sens. Surtout pas la demande et la fenêtre de confirmation concernant l'événement UVU. Je vais vous montrer ça. J'ai apporté les preuves aujourd'hui comme d'habitude. Alors, bienvenue à nouveau sur Candace. Je vais vous dire, il y a beaucoup d'étapes dans le deuil. La phase dont on ne vous parle pas, c'est celle où, après avoir traversé toutes les étapes, vous avez accepté que cette personne ne reviendra pas. Et là, vous avez juste envie de frapper les gens en pleine figure parce qu'ils mentent surtout. J'en suis là. Tout ce qu'ils nous racontent, c'est du grand n'importe quoi, d'accord? Je me réveille, j'apprends quelque chose de nouveau et je me mets en colère. Je suis tellement en colère que je m'en prends à l'équipe. Je me dis, non, ça n'a aucun sens. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi ça n'a pas de sens, parce que je suis passée par Turning Point USA, mais chaque petit micro-changement me fait vriller en ce moment. C'est quelque chose de très personnel. Je sais comment Turning Point organise ces événements. J'ai eu accès à des choses que le monde ignore. Et c'est pour ça que j'ai dit, tu sais quoi, allons vraiment fouiller dans mes emails. Je me suis dit, Savannah, revenons en arrière pour qu'on puisse partager tout ça avec le monde, que vous puissiez vous joindre à ma frustration d'avoir envie de frapper quelqu'un, n'importe qui, au visage. D'accord. Donc hier, nous vous avons dit que la chronologie était absolument absurde. D'accord. L'absurdité totale de Turning Point, comme nous l'avons appris, c'est d'avoir reçu une demande de l'UVU pour que Charlie vienne parler sur leur campus à la mi-juillet. D'accord. Juste quelques semaines avant qu'il ne meure à la mi-juillet, ils reçoivent une demande. Est-ce que Charlie peut venir parler sur le campus? Et puis ils approuvent immédiatement cette demande et la programme comme sa première étape environ 6 semaines plus tard. Cela n'est jamais arrivé dans toute l'histoire de mes tournées sur les campus, d'accord? C'était une étape de la tournée et en général, vous recevez ces demandes des mois avant de commencer à les examiner. Je veux dire, je vais vous montrer la vraie preuve pour que vous puissiez comprendre à quel point cette organisation est atypique, d'accord? Charlie et moi sommes partis en tournée en avril 2024 ensemble. En fait, nous avons aussi partagé certains lieux parce qu'ils voulaient couvrir autant d'endroits que possible à travers les États-Unis. Et c'est en avril 2024 que nos événements sur les campus ont commencé. Je vais maintenant vous montrer un email indiquant quand nous avons commencé à planifier cela. D'accord. Gardez donc à l'esprit, en arrière-plan, que cette demande pour UVU est arrivée en juillet et qu'ils l'ont approuvée en septembre pour mon événement d'avril 2024. Événement. Voici le moment où nous avons commencé à planifier. Voici un email. D'accord. Vous remarquerez que cet email date d'octobre 2023. Ils m'ont dit, voici ces événements. Comme brièvement mentionné, nous en sommes aux premières étapes de la planification et de la demande de salles pour les écoles pour le semestre prochain. Faites-le moi savoir. Tout cela dépend de la disponibilité et de l'approbation. Université de Caroline du Nord, Chapel Hill, que je pense que nous avons finalement faite. Université de Pittsburgh, que je pense que nous avons faite. Et l'Université d'Alabama. Nous parlons d'événements de fin mars et début avril, d'accord? En octobre 2023. Je vous le dis, quand on revient en arrière et qu'on regarde le calendrier et qu'on voit que cette demande a été envoyée à la mi-juillet, ça me rend fou. Ça me crie littéralement que c'était un coup monté, d'accord?
Ça a toujours été une situation comme ça. Ce n'était pas quelque chose de spécial qui s'est produit. Ils disaient toujours qu'ils recevaient des demandes au printemps auxquelles ils ne pouvaient pas répondre. Et ensuite, ils les reportaient plus ou moins et revenaient sur ces campus, essayant de couvrir tous les couloirs des États-Unis au semestre suivant, c'est-à-dire à l'automne. Ils revenaient en arrière. On n'obtient pas instantanément l'approbation pour un événement chez Turning Point USA. Ça sent vraiment le coup monter. C'est ce que je ressens. Et plus on en apprend sur cette histoire, avec les petits changements qui surviennent, les choses inexplicables que l'on découvre, il devient de plus en plus évident qu'à un certain niveau, à un certain moment, Turning Point USA est impliqué parce qu'il ne nous donne aucune explication. Pourquoi? Pourquoi cela a-t-il été approuvé aussi rapidement? La raison pour laquelle ils doivent planifier tout ça si longtemps à l'avance, c'est parce que Charlie voyage comme un fou, d'accord? Ce n'est pas une personne qui n'a rien sur son agenda. Et il ne dirait pas « oui, bien sûr ». Faisons juste cet événement au hasard. La deuxième chose qui me rendait fou aussi et qui était totalement inhabituelle, c'est le fait que Charlie était censé parler dans l'Utah le 10 septembre, puis devait revenir seulement 10 jours plus tard sur un autre campus dans l'Utah, à moins de 2 heures de route. Ce n'est pas comme ça qu'ils organisent les événements, d'accord? L'idée, c'est que si tu prends l'avion et que tu es déjà dans ce secteur, tu essayes d'enchaîner les événements sur les campus. Tu fais une tournée, on a fait UCLA. On a fait Berkeley, on a fait Stanford. Tu fais une tournée sur une nuit, sur 2 jours. Tu ne prends pas l'avion pour l'Utah, puis tu rentres chez toi en Arizona, puis tu reprends l'avion pour l'Utah 10 jours plus tard. Rien n'a de sens. Et il faut qu'on comprenne pourquoi. Pour moi, ça ressemble à ça, et tu me diras si tu es d'accord. J'ai l'impression que le plan apparent était d'assassiner Charlie Kirk, qui avait finalement flanché sur la cause pro-Israël. Ok, ce sont ses mots, pas les miens. Et ensuite, organiser une prise de contrôle hostile de sa marque et de son héritage en faisant croire que ses meilleurs amis au monde étaient des gens comme Suzy Wiles et compagnie. D'une manière ou d'une autre, elle a réussi à monter sur scène pour faire son éloge lors de cet événement très public. C'est tellement médiatisé, on ne peut même pas douter. Je veux dire, évidemment, regarde qui il fait parler à ta place. Partout dans le monde, il s'agit maintenant de soutenir cette administration, les efforts de cette administration, parce que nous avons transformé cet événement en un véritable rassemblement pro-Trump. C'est comme ça que je le vois. Ensuite, ils allaient dire aux Américains, comme l'a fait le pasteur Rob McCoy, que c'est simplement parce que Charlie Kirk tenait des carnets et des journaux. Il était tellement assidu qu'il avait noté son plan de succession, indiquant qui il voulait voir reprendre l'organisation en cas de décès prématuré. Dans le 3e carnet, il disait « Si je me fais accidentellement tirer dessus sur le campus, appelez Erika, puis trouvez ce carnet. » Et dans son carnet, vous verrez que j'utilise des adjectifs comme fantastique et héroïque pour décrire Mikey McCoy. Et si, au cours de ce processus d'imagination, le bon sens nous rattrape et qu'on se dit « Oh, mais attends, Charlie, n'était-il pas un genre de petit génie? C'est un gamin plutôt brillant. N'aurait-il pas peut-être formalisé ce plan de succession ailleurs que dans un journal intime? Peut-être aurait-il appelé un de ses nombreux avocats, peut-être l'aurait-il formalisé dans un testament, parce que c'est ce qu'on est censé faire si on pense à la mort et qu'on doit prévoir quelque chose, on fait un testament. Je suis sûre qu'il avait un testament, mais non, il a voulu le mettre dans ses carnets. Et ensuite, le plan, c'était de nous culpabiliser, je pense, d'essayer de nous hanter avec le fantôme des carnets de Charlie. Qu'on ne sera jamais autorisé à lire, mais on est censé accepter qu'eux, ils les ont bel et bien lus. Genre, c'est sûr, c'est l'impression que ça donne. Tu es d'accord? Je pense que leur raisonnement, c'était qu'il serait bien plus facile pour eux de contrôler l'esprit de Charlie Kirk que le vrai Charlie Kirk, vivant et respirant. C'est l'ambiance que je commence à ressentir alors que je continue de découvrir toutes ces étranges anomalies. Et dans l'esprit de Charlie Kirk, au cas où vous l'auriez manqué, on est censé penser qu'il voudrait que nous soyons en colère contre Tucker Carlson, qu'il voudrait que nous arrêtions de parler de son meurtre et qu'au lieu de cela, nous nous unissions, que nous soutenions ce qui ressemble à une prise de contrôle hostile de son entreprise et de sa marque et que nous nous engagions encore plus. À la cause républicaine, n'est-ce pas? Faire tout ce que nous pouvons pour nous assurer que, Mamdani, par exemple, ne devienne pas le maire de New York. Devinez quoi? On dirait que nous n'avons pas fait cela.
On dirait que le plan a peut-être échoué malgré les millions de dollars des milliardaires qui affluaient dans la campagne anti-Mamdani. Il a gagné assez facilement contre Andrew Cuomo, ce qui, il y a à peine 5 minutes. Le Parti républicain nous disait qu'il était incroyablement corrompu, qu'il devrait être en prison. Et tout à coup, c'était notre devoir de faire passer le message, de faire en sorte que les gens votent à nouveau pour Cuomo, d'une manière ou d'une autre. Bill Ackman s'est presque personnellement opposé à Mamdani, n'est-ce pas? Par moments, il a même exigé d'avoir un débat avec Mamdani, ce que je ne comprends pas, car pourquoi Mamdani débattrait-il avec Bill Ackman s'il ne se présente pas contre lui? Le fait est que Mamdani a gagné. Bill a donné 1 750 000 $ et Mamdani a gagné, peu importe l'argent qui a été donné contre lui. Michael Bloomberg a également donné de l'argent à un super PAC affilié à Cuomo. Il a donné 8,3 millions de dollars pour arrêter Mamdani et cela n'a rien changé. Le cofondateur d'Airbnb, Joseph Gebbia, a donné 3,1 millions de dollars. Cela n'a rien changé. La famille Tisch a donné 1 200 000. Cela n'a rien changé. Pourtant, Mamdani a gagné. Pourquoi? Bon, pour être honnête, il a probablement gagné dès le premier débat des maires, d'accord? C'est un peu comme si je repense à 2016, Trump avait en quelque sorte gagné lors du premier débat républicain parce qu'il envoyait balader l'establishment, et c'était assez évident. Je veux que vous écoutiez cette question. C'est vraiment choquant en fait si vous n'avez jamais vu ça. Il s'agit d'une question posée aux candidats à la mairie de New York. Quel pays étranger visiterait-il en premier s'ils étaient élus? Pour être clair, la question, prise isolément, n'a absolument aucun sens, mais voici comment on y a répondu. Écoutez. La première visite à l'étranger d'un maire de New York est toujours considérée comme un événement important. Où iriez-vous en premier? C'est exact, madame. Adams, lors de ma première visite, je... Visiter la Terre Sainte. Cuomo? Vu l'hostilité et l'antisémitisme dont on a pu observer à New York, j'irai en Israël. Tilson, où irais-tu? Ouais. Je ferai mon 4e voyage en Israël, suivi de mon 5e en Ukraine, 2 de nos plus grands alliés combattants en première ligne de la guerre mondiale contre le terrorisme. Mamdani? Je resterai à New York. Mon projet est de m'adresser aux New-Yorkais des 5 arrondissements et de me concentrer sur ce point. Mamdani, je peux intervenir. Aimeriez-vous visiter Israël? En tant que maire, je défendrai les New-Yorkais juifs et j'irai à leur rencontre où qu'ils soient dans les 5 arrondissements, que ce soit dans leurs synagogues et temples, chez eux ou sur le quai du métro, car au final, nous devons nous concentrer sur la réponse à leurs préoccupations. Et juste oui ou non, croyez-vous en un État juif d'Israël? Je crois qu'Israël a le droit d'exister. En tant qu'État juif? En tant qu'État garantissant l'égalité des droits, il ne le fera pas. Ce n'est pas un État juif, tout simplement. Et sa réponse fut non, il ne se rendra pas en Israël. J'ai dit ça. Qui essayait? Dire non. 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 Contrairement à vous, j'ai répondu directement. Mon objectif serait de faire mon premier voyage en Israël. Le travail que ma femme a accompli dans ce domaine compte beaucoup pour notre famille. Et cela pourrait coïncider avec la bar mitzvah de mon jeune fils, Miles. Tout simplement. C'est notre pays, les gars. C'est tout. Je le ferai. Tu sais quoi? Je vais faire mon 19e voyage en Israël. Eh bien, moi, je vais faire mon premier voyage après la bar mitzvah de mon fils. Oh, j'avais prévu de faire une escale sur le chemin pour notre lune de miel. On comptait s'arrêter et juste aller en Israël et faire tout ce qu'on pouvait. C'est ridicule et c'est évident. Et la façon dont l'establishment réagit, si tu ne répètes pas ces éléments de langage, il dit quelque chose de totalement normal. Oui, je vais rester ici à New York. Pourquoi devrais-je faire un voyage en Israël? Et il dit, je préfère travailler avec les Juifs new-yorkais qui sont ici. Ça a du sens. Pourquoi s'acharnent-ils tous sur lui? Pourquoi tous nos politiciens, de gauche comme de droite, nous ont-ils trahis? Ok, Parti républicain. Je n'oublierai jamais, pendant les débats présidentiels, ils emportaient tous, ou presque. Je crois qu'il n'y avait que Vivek Ramaswamy qui ne portait pas l'épingle israélienne. Je me disais, mais qu'est-ce que vous faites? Vous vous présentez à la présidence des États-Unis, qu'est-ce que vous faites? Portez le drapeau israélien sur votre veste. Personne ne sait et ils font pareil. J'aime encore plus Israël. Non, c'est moi qui aime Israël le plus. Non, c'est moi qui aime Israël le plus. Gardez à l'esprit d'ailleurs que Mamdani a gagné. Et New York a la plus grande population juive de toutes les villes du monde après Israël. Donc, ça veut dire quelque chose, d'accord? Et il a quand même gagné. Maintenant, a-t-il obtenu la majorité du vote juif à New York?
Non. Mais les sondages de sortie des urnes sont vraiment surprenants. Il a obtenu beaucoup trop de votes juifs à New York, à mon avis. Et je vais demander à Marc, dans mon oreillette, de nous expliquer ce que nous voyons ici dans les sondages de sortie des urnes. Marc, peux-tu nous expliquer, s'il te plaît? Oui, comme tu peux le voir, il semble que même s'il n'a pas remporté le vote juif, il en a obtenu une énorme proportion. 32%, c'est vraiment fou pour quelqu'un qui serait soi-disant aussi anti-Israël. Et en regardant de plus près, on peut voir qu'Israël a été un facteur dans le vote de beaucoup de ces personnes. C'est selon un sondage de sortie des urnes de CNN auprès d'environ 4700 personnes. Et en réalité, il s'agit d'une élection pour le maire de New York. Je ne vois pas en quoi cela a un rapport avec ça. Ouais, c'est juste quelque chose et je pense que ça rejoint ce que disait Norm Finkelstein dans notre émission où il expliquait que même dans la communauté juive, la question d'Israël est présente et ne va pas disparaître. Ça ne va pas s'en aller. C'est là pour rester. Mais la question plus large, plus générale, c'est pourquoi MAGA n'a pas MAGA? Pourquoi MAGA n'a pas fait ce qu'il fallait? Nous avons infiltré MAGA et nous leur avons dit de faire ce que nous voulions et nous voulions qu'ils publient tous des messages anti-Mandani. Pour être clair, même Donald Trump, le président Trump, a consacré 900% de publications en plus sur Truth Social pour s'assurer que Mandani perde, que pour s'assurer que le meurtrier de Charlie Kirk a été retrouvé, une augmentation de 900% des messages venant de lui, alors qu'il n'a même pas envoyé un seul message pour demander une enquête sur le meurtre de Charlie. Mais la question est, pourquoi MAGA n'a-t-il même pas écouté Trump? Pourquoi n'avons-nous pas tous utilisé nos plateformes pour dire quelque chose? Parce que des gens comme Dana Lash veulent savoir comment allons-nous gagner si vous n'utilisez pas vos plateformes pour encourager les gens à voter? Eh bien, la réponse est assez évidente. Nous ne reconnaissons pas ce MAGA parce que le fait que vous en fassiez partie n'a aucun sens. Vous n'avez jamais été pro-Trump. Si vous nous dites que MAGA, c'est maintenant Josh Hammer, alors MAGA n'est plus MAGA, d'accord? MAGA a besoin d'un nouveau leader. Et il est assez évident que vous reconnaissez que nous n'avons jamais été avec vous. En réalité, nous n'avons jamais été dans la même équipe. Et si vous pensez que vous allez infiltrer et nous convaincre que c'est le même parti pendant qu'on nous fait du gaslighting sur tout ce qui se passe, comme je l'ai dit, vous avez perdu le parti. MAGA s'est fracturé, non pas quand Tucker Carlson a interviewé Nick Fuentes, mais quand Donald Trump nous a regardé droit dans les yeux et a dit « Epstein, qui ?» C'est là que tout était fini, parce que Israel First est une cellule cancéreuse. C'est une cellule cancéreuse, à gauche comme à droite, pour tous et tous ceux qui veulent jouer avec ça. C'est une psychose radicale qui s'est manifestée dans les deux partis. Et c'est tellement radical, et au cas où vous l'auriez manqué hier, ils ont commencé à attaquer Brett Cooper. Brett Cooper la pétillante, 23 ans. Elle consacre la majorité de ses vidéos à la pop culture. Oui, elle aborde des sujets qui, je dirais, relèvent de la politique grand public. Rien de trop audacieux. Elle ne parle jamais d'Israël. Et d'ailleurs, elle a fait sa part. Les sionistes voulaient qu'elle fasse sa part et encouragent les New-Yorkais à sortir voter contre Mamdani, mais ce n'est évidemment pas suffisant car il s'agit d'une idéologie radicale. Tu leur donnes 100%. Tu émets ne serait-ce qu'une critique et ils ne veulent même plus partager un repas avec toi. Ils veulent te détruire. Et c'est ce qu'ils veulent faire à Brett Cooper parce qu'elle a regardé l'événement totalement délirant Tucker is not MAGA Republican Jewish Coalition. Et elle était d'accord avec la majorité des gens sensés pour dire que les exigences de censure, de bannissement de plateformes, ne sont pas seulement puériles, elles sont aussi inefficaces. C'est aussi contraire à ce que signifie être conservateur. Je vais donc vous laisser écouter ce que Brett Cooper a dit à propos de Randy Fine. Et dites-moi si vous êtes tellement offensé que vous pensez qu'elle doit être annulée et détruite. Écoutez ce que Brett Cooper a dit. Randy Fine, si vous ne savez pas qui c'est un représentant de Floride. C'est le même gars qui s'est vanté de ne pas s'être lavé les mains après avoir serré la main de Netanyahou. Il a présenté à plusieurs reprises des projets de loi pour criminaliser l'antisémitisme, empiétant ainsi sur la liberté d'expression. Ce qui veut dire, évidemment, je suis désolé de le dire. Mais il est clair qu'il se soucie plus d'Israël que, vous savez, de principes comme la liberté d'expression. Donc, mon gars, mon conseil pour toi, Randy Fine, c'est de simplement déménager en Israël à ce stade. Vu que tu as dû suivre des cours de gestion de la colère il y a quelques années, je pense sincèrement que tu serais probablement plus heureux si tu déménageais simplement en Israël. Et ce n'est pas une pique contre lui, c'est juste un fait. C'est un petit encouragement. Je veux que tout le monde soit heureux.
Je veux que tout le monde soit en bonne santé. Je pense que tu serais plus heureux si tu déménageais simplement en Israël. Tu pourrais être là-bas à chanter des chansons avec Mike Huckabee. Ça semble être un conseil plutôt judicieux. Plutôt que d'essayer de transformer ce pays en Israël, pourquoi ne vas-tu pas simplement vivre en Israël? Et voici ce qu'elle avait à dire à propos de Ted Cruz. Écoutez. Vous êtes tellement aveuglé par votre haine ridicule et insensée envers Tucker Carlson que vous ne voyez même pas à quel point vous êtes irresponsable et hypocrite. Je veux dire, ces tweets de Ted Cruz que je vais vous lire maintenant en sont un excellent exemple. Il y a à peine un mois, il a tweeté ceci. Il a dit « Il ne te tue pas parce que tu es un nazi. Il t'appelle nazi pour pouvoir te tuer. La violence politique est un phénomène de gauche. Ça suffit. Il faut y mettre un terme. » Et puis, en réponse à Fuentes et Tucker cette semaine, il a tweeté ceci. Le bombardement par Trump des installations nucléaires de l'ayatollah a rendu le petit nazi furieux. Bien. Donc maintenant, tu fais exactement la même chose et tu traites quelqu'un que tu n'aimes pas de nazi. Tu fais cela sous l'effet d'une rage aveugle parce que tu es tellement en colère que les opinions de la base conservatrice changent rapidement, que Nick Fuentes attire l'attention nationale et donc tu as réagi ainsi. Tu compromets tes propres valeurs par colère, ce qui est un précédent extrêmement dangereux. Et malheureusement pour vous, oui, les mentalités sont en train de changer. Donc encore une fois, il est logique que ce groupe soit incroyablement paniqué. Elle est une voix de la génération Z, donc on pourrait penser que la meilleure chose ici serait d'écouter, de partager un moment, que quelqu'un la contacte et l'invite à une émission pour qu'ils puissent en discuter, pour qu'ils puissent entendre leur voix. Vous vous souvenez peut-être que Charlie Kirk a fait cela. Il s'est assis avec la génération Z et a dit « J'essaie de leur expliquer qu'ils sont en train d'éloigner toute une génération avec leurs actions. » Mais nous savons comment ils ont réagi lorsque Charlie Kirk a fait cela. Ils ont commencé à le traiter d'antisémite. Ils ont commencé à le presser jusqu'aux derniers instants de sa vie. Ils lui ont fait des menaces financières. Et pas seulement des menaces financières, ils ont mis leurs menaces à exécution. Des gens comme Bob Schulman lui ont retiré 2 millions de dollars parce qu'il a laissé Tucker Carlson monter sur scène. Ils n'ont rien appris. Ils n'ont rien appris. Et donc, plutôt que d'essayer de tendre la main et de dire à la génération Z ou à Brett Cooper « Hey, j'adorerais vous avoir dans notre émission » ou « Hey, j'adorerais que vous rencontriez cette personne », on la surnomme déjà la Candace Owens blanche. Si vous êtes Aaron Wexler, voici un tweet authentique. Ok, Candace la blanche. Alors c'est quoi un nazi? Quoi? Comment cela peut-il avoir du sens? Pourquoi surnommer Brett Cooper la Candace blanche? Mais pourquoi pensez-vous même au fait que Brett Cooper est blanc? Pourquoi voit-on sans cesse ce thème récurrent des suprémacistes juifs commenter constamment les propos des blancs? Genre, c'est pas pour ça? Pourquoi doit-elle être la Candace blanche? C'est ridicule. Rien. Nous n'avons même pas les mêmes idées. Elle dit quelque chose de sensé, c'est certain, mais ça empire. Ted Cruz. Un type plutôt sensé qui se lance dans une grosse affaire. Je ne sais pas comment il pensait que ça allait être perçu. Elle a 23 ans. Ça fait très perdant. Elle a essayé de séduire un jeune homme de 23 ans en lui demandant « Qui êtes-vous » Voici ce qu'il a déclaré. Je ne sais pas qui est cette dame en colère, mais elle passe à côté d'une distinction essentielle. Fuentes se dit nazi. Il a dit que Hitler est très cool, que Hitler avait raison et qu'il est dans l'équipe d'Hitler. Si vous prenez explicitement le parti d'Hitler et que vous plaidez pour lui, vous êtes un vrai putain de nazi. Déjà, commencez par élever le niveau. On n'a pas besoin que vous balanciez des gros mots à une jeune de 23 ans. Deuxièmement, comme je l'ai dit, essayez de la rabaisser et de faire comme si tu ne savais pas qui elle est alors que tu as collaboré à plusieurs reprises avec The Daily Wire, y compris en apparaissant dans un film dont Brett Cooper était la vedette chez The Daily Wire, Lady Ballers. Tu es très ami avec Michael Knowles. Tu sais très bien qui est Brett Cooper. Et c'était vraiment un tweet sans aucune classe venant de ta part. Qu'est-ce qu'elle doit faire au juste? Se présenter à la présidence et perdre. Pour être reconnue à l'échelle mondiale, encore une fois, sans rien faire pour rallier des gens à leur cause. Et parce qu'il ne s'agit pas seulement d'essayer de rabaisser les gens, mais vous verrez qu'il y a ce courant de pure méchanceté qui accompagne le sionisme, cherchant à détruire, à déconstruire très rapidement l'identité d'une personne. Ils ont commencé à passer au crible tout l'ancien contenu de Brett, cherchant des moyens d'attaquer son caractère. Et ils sont tombés sur un extrait où elle parlait à Sean Ryan l'année dernière. Avant de vous donner le contexte de cet extrait, je veux que vous l'écoutiez, car cela vous aidera vraiment à comprendre à quel point ces gens sont spirituellement mauvais et possédés. D'accord. Voici le tweet qui a été publié, quelques tweets en fait disant essentiellement qu'elle est une sorcière. Je ne plaisante pas. C'est un vrai tweet.
Quelle surprise! Brett Cooper et sa mère pratiquent la sorcellerie. Elle n'est pas conservatrice. Je me fiche de l'intensité avec laquelle on essaie de me faire douter à ce sujet. Voici un autre tweet. Brett Cooper, héroïne de la droite woke, est une spiritualiste laïque, religieuse seulement de nom. Ses opinions sont fondamentalement non chrétiennes, mais cela n'a aucune importance pour la droite woke. Tant qu'elle est d'accord avec leur haine des Juifs ou la tolère, elle a leur approbation. Ce n'est pas un mouvement chrétien. Voici l'extrait auquel ils font référence. Nous avons fait toutes sortes de choses. Ma mère est allée voir des médiums juste après. Moi, je ne l'ai pas fait et j'en ai un peu envie, mais elle l'a fait. Elle est allée voir plusieurs médiums, comme un à New York, où tu ne dis pas qui tu es, ni même à son assistant, ni rien sur toi. Et tu vas dans cette chambre d'hôtel et tu t'assois juste là. J'en parlais, c'était tellement étrange. Et à la fois, son premier mari et David sont apparus. Tu es sérieux? Et on lui dit, il y a un jeune homme de 17 ans ici qui veut te parler. Enfin, c'était comme... En fait, je repensais à cette rencontre récemment. Je cherchais sur Google pour voir si je pouvais le retrouver. Il faut que je demande à ma mère le nom. J'aimerais vraiment faire ça. Mais oui, elle a pu parler à Don, son premier mari, avoir de ses nouvelles. Elle a fait une fausse couche entre les deux garçons, je crois. Et je suis presque sûre qu'à l'une de ces séances avec le médium, ce bébé est venu. A dit quelque chose. Tu sais, les lumières viennent de baisser derrière toi 2 fois. J'ai vu ça. D'accord. Alors maintenant, laissez-moi contextualiser correctement la conversation qu'ils ont. C'est en fait l'une des conversations les plus captivantes et émouvantes que j'ai jamais vu Brett Cooper avoir. C'est un épisode très puissant du Sean Ryan Show parce qu'elle raconte son histoire et on se rend compte de la profondeur qu'elle a et des épreuves qu'elle a traversées. Elle a traversé beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui avait des frères jumeaux et l'un de ses frères jumeaux est mort subitement d'une crise cardiaque. Et quand elle décrit la dynamique de ce qu'ils ont traversé en tant que famille, c'est-à-dire des choses auxquelles on ne pense pas, avoir un frère jumeau identique et puis une moitié de toi, tuer littéralement une cellule divisée, meurt soudainement, ce que cela fait à l'autre frère jumeau qui doit passer devant le miroir chaque jour et voir son frère alors que son frère est en réalité mort. Donc son frère qui a survécu, il a perdu la tête. Et elle s'occupe de lui. Il est dans un hôpital psychiatrique et elle parle du processus de deuil qu'ils ont traversé, de ce que sa mère a enduré. Sa mère est allée consulter des médiums, comme pour dire « Puissiez-vous ne jamais connaître la douleur de perdre un enfant ?» Pour moi, c'est quelque chose dont je ne peux même pas imaginer la douleur, perdre un enfant et la façon dont cela a déchiré sa famille. Et elle a en quelque sorte perdu un deuxième frère à cause de la perte du premier et du fait d'essayer d'accepter que sa famille ne sera plus jamais la même. Cela a mené au divorce, à toutes ces choses. Et eux, ils disent juste, c'est une sorcière. Sa mère est allée voir un médium, c'est tout. Affaire classée. Mais enfin, qu'est-ce qui ne va pas chez ces gens? Je vous le dis, il n'y a aucun moyen que nous puissions partager un repas. Le mouvement Israël d'abord, comme je l'ai dit, est un véritable cancer. Il ne cherche qu'à détruire. Il y a tellement de haine. Mais je veux aussi être clair, ils deviennent de plus en plus dangereux parce qu'ils sont radicaux au fond d'eux-mêmes, car ce sont les descendants des bolcheviks. Ce n'est pas quelque chose dont il faut rire, c'est quelque chose auquel il faut prêter attention, d'accord? Parce que s'ils s'en prennent à Brett Cooper de façon aussi démoniaque, à quelqu'un qui est juste une fille pétillante, qui parle surtout de culture pop, et qu'ils essayent maintenant de ressortir des contenus pour dire qu'elle est une sorcière, qu'on devrait la noyer, brûler Brett Cooper sur le bûcher, alors qu'est-ce que ça signifie pour le reste d'entre nous? Et leur rhétorique devient dangereuse. Ils disent qu'un autre 11 septembre arrive. Je vais vous en parler dans un instant. Ne partez pas. Très bien. Donc, l'establishment ne m'a jamais autant détesté, surtout parce que je m'intéresse à cette affaire Charlie Kirk. Je n'ai pas l'intention d'arrêter. D'ailleurs, Zero, il y a quelques questions que je voudrais soulever publiquement à ce sujet. Mais il y a eu ce segment captivant qui apparemment a eu lieu en juillet sur CNN, que j'ai vu pour la première fois ce matin alors qu'il circulait sur X. Et c'est vraiment incroyable. Et c'est vraiment, je suppose, exactement ce que les gens des médias traditionnels pensent de moi, en résumé. Alors, écoutons CNN. Non seulement elle est stupide, mais en plus elle est dégoûtante, non? Je veux dire, Candace Owens doit être l'une des personnes les plus répugnantes à avoir jamais eu du temps d'antenne sur une grande chaîne de ce pays. Et en fait, ce n'est même pas le pire de Candace Owens. Non, c'est une antisémite. Mais cela en dit déjà long. Oui, c'est une antisémite.
Elle est anti-gay. C'est une antisémite. Elle a tenu des propos sur l'histoire de l'esclavage dans ce pays qui sont répugnants. Oui, c'est drôle dans la mesure où, tu sais, ces déclarations n'ont aucun sens. Mais quand on va vraiment au cœur du problème, c'est juste une personne répugnante et c'est tout ce qu'il y a à dire. Je suis désolée, mais c'est objectivement drôle. C'est drôle parce qu'ils sont sérieux et c'est drôle. Quand on va au fond du problème, oui, c'est une antisémite. Oui, elle déteste les femmes, elle déteste les Noirs. Elle déteste, au fond, c'est une personne tout simplement répugnante. D'accord, super. Continuons à élaborer notre plan. Quelques nouvelles concernant l'affaire Charlie Kirk. Et il y a quelque chose qui me tracasse vraiment. En fait, beaucoup de choses me tracassent. Mais voici 2 autres choses qui me tracassent. Charlie n'a reçu aucun soin de premier secours immédiat. Je sais. L'équipe de sécurité, je sais que l'un d'eux est censé administrer les premiers secours immédiatement. On ne voit pas ça se produire. J'ai tout vu sous différents angles. Quand il est à terre, ils ne mettent aucune compresse sur lui. Ils ne posent même pas la main à l'endroit de la blessure pour essayer d'arrêter le saignement. En fait, quand il le relève, il se balance dans tous les sens jusqu'à la voiture. Son cou n'est même pas maintenu d'une manière qui montrerait qu'ils essaient d'empêcher la blessure de s'ouvrir. Et quelque chose qui m'a vraiment frappé comme ce qui se passe, c'est qu'il n'a même jamais été posé au sol après être tombé de la chaise. D'accord, je vais t'expliquer ça. Maintenant, tu sais, j'ai les images de l'arrière, j'ai les images de côté. Et ce que tu peux voir, c'est que la première chose qui se passe, c'est que l'agent de sécurité attrape, en fait, Charlie. Donc, en réalité, Charlie ne tombe pas de la chaise. Le garde de sécurité le soulève et le guide au sol, ce qui est ce qu'il faut faire. Évidemment, il faut se baisser, sauf si tu es Mikey McCoy. Quand des coups de feu retentissent, tu es censé te baisser. Donc, il le met derrière la table, mais il le guide sur une valise d'équipement, pour ainsi dire. Je vais vous montrer ça parce que personne ne l'a vraiment remarqué. Et à aucun moment, il ne le retire de là, d'accord? Donc voilà, il se passe genre 30 secondes et je trouve vraiment étrange qu'il ne l'ait pas allongé à plat et puis ils sont tous un peu penchés sur lui, sur une valise, une sorte de caisse d'équipement, pour ainsi dire. Voilà, je vais vous montrer ça. Regardez, est-ce que quelqu'un a remarqué ça? Charlie n'a en fait jamais été posé au sol et sa tête, que nous floutons évidemment ici, sa tête est complètement retombée. Il n'a jamais été à plat pendant tout ce temps où ils sont penchés sur lui. Ils ne l'ont jamais posé par terre. Je trouve très étrange que ces caisses d'équipement soient même là. Elles sont de chaque côté de lui, ce qui est très bizarre. Aussi loin que nous avons pu regarder, nous n'avons jamais vu ce genre d'installation. Tout est bizarre ce jour-là. Et à l'intérieur, ils ont ces caisses. Donc, en fait, je partage ça ici parce que, premièrement, c'est étrange, mais aussi parce que je me demande, et peut-être que quelqu'un peut vérifier. Je sais que tout le monde regarde les images sous différents angles. Si on a déplacé la caisse sur laquelle Charlie était, si cette caisse a été déplacée avant que le gars des caméras arrive pour enlever les caméras, ou bien est-ce que cette caisse d'équipement était toujours là, parce qu'il ne s'est écoulé qu'environ 4 minutes. Et je ne me souviens pas avoir vu cette caisse d'équipement après coup. Et c'est juste étrange qu'il l'ait laissée dessus. Ce n'est même pas logique, même dans des scénarios de bon sens. Si j'avais été là et que je n'étais pas payé des millions et des millions de dollars par an pour sécuriser le lieu comme ces personnes l'étaient, je saurais qu'il faut allonger un corps à plat pour prodiguer une quelconque aide ou évaluer la situation. En fait, je ne sais pas ce qu'ils font pendant environ 20-30 secondes là-bas. Je ne sais pas ce qu'ils font. Ils semblent être regroupés. Faire quoi? Qu'est-ce que vous faites exactement? Si vous ne sécurisez pas la blessure, si vous n'essayez même pas de mettre sa tête à niveau, qu'est-ce que vous faites? Si oui, c'est long d'être là-bas, selon moi et selon le simple bon sens, juste le bon sens. Il faut faire quelque chose. Ils n'ouvrent même pas leur sac pour essayer d'apporter une quelconque aide alors qu'ils sont payés des millions de dollars par an pour ça. Bref, la deuxième chose, si vous avez cette séquence, si vous pouvez voir si cette boîte a été déplacée, j'aimerais savoir si cette boîte est toujours là. Et 4 minutes plus tard, quand ils commencent à démonter le matériel. La deuxième chose qui me dérange, ou plutôt la millionième chose qui me dérange, c'est l'appel téléphonique instantané de Mikey McCoy. On en a déjà parlé, c'est étrange. D'accord. Il mente clairement sur le fait qu'il se couvre les oreilles parce que je viens de voir d'autres images. Et il ne cesse jamais de faire ce geste, pas une seule seconde, même quand il s'éloigne et commence à partir vers la gauche en direction d'un parking. Et il finit par sortir du champ de vision. Il ne baisse jamais la main une seule fois. Donc moi, je continue à tenir et peut-être à me demander quoi? Ça n'a aucun sens, d'accord?
De toute façon, j'ai un peu essayé de ne pas nous pousser à mettre notre bon sens de côté, évidemment. Les excuses qu'on nous a données, aucune n'a de sens. En fait, les excuses sont encore moins crédibles. Et l'excuse qu'on nous a donnée à propos de ce que Mikey faisait me trotte dans la tête. Blake Neff, qui était là, intervient aussi dans l'émission de Charlie Kirk. Et il était plutôt remonté contre les gens qui posaient des questions sur ce que Mikey faisait. Et je veux juste que vous écoutiez ce que Blake Neff dit que Mikey faisait à ce moment-là. Maintenant, comme je l'ai dit, on peut suivre Mikey. D'accord? Voici ce qu'il dit. Écoutez bien ce que je trouve en fait assez étrange à ce sujet. Écoutez. La fusillade a lieu. Je suis à côté de Mickey. Nous entendons tous les deux un grand craquement. Nous nous retournons tous les deux. Nous voyons tous les deux Charlie qui a été touché. Tous les deux, je pense à peu près au même moment, nous comprenons que cela signifie qu'il y a un tireur sur les lieux. Et vous savez, on entend juste le craquement, donc on ne sait pas, est-ce que ça vient de loin? Est-ce que ça vient de près? Est-ce qu'il y a une fusillade de masse en cours en ce moment? Donc, lui et moi avons tous les deux eu la réaction de vouloir partir d'ici avant qu'on se fasse tirer dessus tous les deux. Ce n'est pas que nous abandonnions Charlie. Charlie avait une équipe de sécurité. Ils ont tous immédiatement réagi et ont évacué Charlie, ce qui était leur mission. Mon rôle n'était pas de me mettre en travers et de tout gâcher parce que je voulais jouer les héros. Ce n'était pas mon rôle. Je me souviens même d'avoir couru, nous dépassant tous les deux en passant devant, vous savez, le SUV avec lequel nous étions venus, et de m'être demandé si je devais monter dans cette voiture, puis de me dire que non, ce serait vraiment stupide. Et puis j'ai continué à avancer. Donc je n'étais pas avec Mikey, ou en tout cas je ne me souviens pas avoir été avec lui. Je pense que j'étais devant lui quand nous sommes partis. Ouais. Et puis on sort et je cours, ça n'a pas dû durer plus de 15 ou 20 secondes. Et puis je réalise qu'il n'y a pas eu d'autres coups de feu. Donc le tireur a probablement été maîtrisé ou arrêté ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de danger immédiat. Je m'arrête. Je regarde autour de moi et je vois Mikey. Je vois Mikey là-bas. Et je n'oublierai jamais. Honnêtement, je n'oublierai jamais ce que j'ai vu parce que j'ai vu Mikey presque tous les jours pendant les 2 dernières années. Je connais très bien sa personnalité. C'est un gars très joyeux. Il est presque toujours de bonne humeur. Et je n'oublierai jamais ce que j'ai vu parce qu'à ce moment-là, c'était évident qu'il était profondément terrifié. Ce dont je me souviendrai toujours, c'est la façon dont sa lèvre tremblait, ce que je n'avais jamais vu auparavant et que l'on voit très rarement chez quelqu'un. Il paniquait vraiment, et puis je crois qu'il m'a littéralement dit, je peux peut-être l'imaginer, mais je crois qu'il a vraiment dit, il regardait autour de lui, et puis il a dit, il faut que j'appelle Erika. Et puis il prend son téléphone et commence à appeler Erika, et je ne veux pas révéler comment cet appel s'est déroulé, mais il l'a fait. Tout cela, vous savez, votre esprit extrapole, mais ça se passe en l'espace d'1 minute après que tout cela soit arrivé. Je me souviens qu'il a appelé Erika. À peu près au même moment, je sors mon téléphone et j'appelle ma mère, juste pour lui dire « Maman, il y a eu une fusillade. Tu vas le voir aux informations. Je vais bien. Tu sais, prie pour moi. Je dois y aller. » Et je me souviens de cet appel. Et au moment où je range ce téléphone, il appelle immédiatement son père. Il appelle Rob McCoy. Et il dit, « Papa, quelqu'un a tiré sur Charlie. Tu dois appeler tous tes amis pasteurs. Charlie a été touché. On a besoin que tout le monde prie tout de suite. » Et c'est ce qu'il lui a dit. Et je suppose que c'est juste, c'est très écœurant pour moi en tant que personne qui a été témoin de cela, qui a vu Mikey extrêmement bouleversé, puis prendre les choses en main sur le moment, parce que après cet appel, quand il a raccroché, j'ai vu Mikey reprendre totalement le contrôle de lui-même. Il a compris qu'il devait prendre les choses en main dans cette situation, et à partir de ce moment-là, il était comme un général dirigeant une bataille, où il attrapait des gens et disait « OK, nous devons aller à l'hôpital et nous devons faire ces choses. Et vous devez attendre ici. Je dois entrer ici pour obtenir des informations afin de les transmettre à Erika. » Et quand nous avons appris qu'il était mort, il est sorti, il nous l'a dit, puis il a dit « Maintenant, aucun de vous ne peut dire ce que vous avez entendu parce qu'Erika ne doit l'apprendre que de moi. » D'accord. Alors, voici ce qui ne va pas avec ça. Tout d'abord, parce que nous avons d'autres images de Mickey en train de marcher, il n'y avait aucune chance qu'il se couvre les oreilles. D'accord, il ne compose tout simplement pas. Et il garde la main comme ça tout le long, en passant devant la voiture de Charlie. Je pense que Charlie arrive, Mikey passe directement devant la voiture, et puis il va complètement sur la gauche. Et il ne baisse jamais la main, d'accord? Il ne se couvre pas les oreilles aussi longtemps, ça n'a aucun sens. Blake pense peut-être qu'il dit la vérité. Mais ce n'est pas un récit fidèle de ce qui s'est passé ce jour-là, d'accord? Je vais le répéter.
Blake pense peut-être qu'il dit la vérité. Donc il est possible que Blake ne mente pas, d'accord? Mais ce n'est pas un récit fidèle de ce qui s'est passé ce jour-là. De toute évidence, il me semble qu'il sait où il va. C'est juste à côté du parking, dans la direction générale du parking qu'il semble prendre, tout droit puis à gauche. Et il est déjà au téléphone. Et Blake Neff est introuvable. Nous pouvons suivre ses déplacements. On nous dit que dans la minute où Charlie a été abattu, il a appelé à la fois Erica et Robbie McCoy. Et c'est une de ces petites choses qui me dérange vraiment. Parce que l'implication ici, c'est que l'appel avec Erica a dû être très rapide. D'accord, l'implication ici, c'est que l'appel avec Erica a dû être rapide. Je veux que tu imagines que tu reçois un appel, d'accord, de n'importe qui, te disant que la personne que tu aimes le plus au monde et avec qui tu es marié s'est fait tirer dessus. À quelle vitesse raccrocherais-tu ce téléphone? Tu restes au téléphone. Tu poses des questions. Il y a toute une série de questions auxquelles il faut répondre. Tu cries « Qu'est-ce que tu veux dire? De quoi tu parles? Où est-il? Où dois-je aller? Blablabla. Est-ce qu'il va bien? » Il y a une litanie de questions qui seraient posées. Et s'il te plaît, tu ne me dis pas que c'est une situation où ça ne se passerait pas comme ça. Je suis tellement fatiguée d'entendre « Tu ne saurais pas ce que tu ferais. » Je sais que tu poses toute une série de questions, ce qui veut dire naturellement que si ce qu'il dit est vrai et tant qu'ils ne se sont pas retrouvés, ce qui n'arrive pas sous nos yeux, on ne voit pas Blake et Mikey se retrouver alors qu'on suit Mikey tout droit vers la gauche. D'accord. Ce moment à 12h23 doit être terminé. Le temps qu'il voit sa lèvre trembler, le temps qu'il dise « Il faut que j'appelle Erica » et ensuite il va appeler Erica. Et je suis censée croire que c'était un appel de 15 secondes et Charlie s'était fait tirer dessus. Je dois te rappeler plus tard. Parce que je dois appeler mon père et lui demander de prier. D'ailleurs, ça non plus, ça n'a pas de sens. Tu pourrais appeler ton père après avoir appelé le 911. Je veux dire, il y a tellement de choses, Kao, qui se passeraient avant que j'appelle mon père pour lui demander de prier si tu réagis vraiment sur le coup. Et je sais aussi avec certitude que l'un de ses premiers appels, ce n'était pas juste 2 appels qu'il a passés. Il en a passé 3 parce qu'il a aussi appelé Elizabeth McCoy, sa femme, qui a crié au bureau. OK, donc on ne nous dit pas la vérité. C'est ce que j'essaye de dire. On ne nous dit pas la vérité sensée. Son appel à Erica n'a duré que 10 secondes. Genre, tu balances cette nouvelle et tu passes à autre chose? Ou bien était-il déjà au téléphone avec Rob McCoy? Qu'est-ce qui s'est passé? OK, j'ai besoin de clarification parce que chaque jour qui passe, j'ai l'impression que Turning Point est impliqué dans une dissimulation. Et il n'y a pas d'autre façon de le dire. Il n'y avait pas d'autre façon. Je me fiche de qui tweet chez Turning Point. Je m'en fiche littéralement. Je vais vous cracher du feu à tous. Je sais comment fonctionnent ces événements. Pourquoi cet événement a-t-il été confirmé si rapidement alors qu'il a été demandé si tard? Répondez à ces questions. J'ai besoin de réponses à ces questions pour comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Parce que la façon dont Mikey agit, c'est comme s'il savait où il allait. C'est comme s'il savait où ils allaient se retrouver. Et nous savons qu'ils sont arrivés à l'hôpital très rapidement parce que Blake Neff dit ailleurs qu'ils sont arrivés à l'hôpital en 25 minutes. D'accord. Il savait, cela veut dire qu'il savait instantanément où se trouvait l'hôpital. Il savait dans quelle direction aller, la communication circulait. Je crois que Frank a dit qu'il était au téléphone pendant qu'ils étaient en voiture avec les membres de sa famille. Ne me citez pas là-dessus. Donc tout cela s'est produit. Vous êtes arrivés instantanément à l'hôpital. D'ailleurs, l'hôpital a été placé en confinement lorsque Charlie est arrivé. C'est tout ce qu'on nous a dit. Ils ont laissé entrer Mikey et les gars de Turning Point. Peut-être que c'est vrai. Ça a l'air d'être vrai. Évidemment, nous savons que vous étiez là quand ils sont sortis et ont annoncé que Charlie était décédé selon Blake Neff et selon le témoignage de Frank Turek. Mais beaucoup de ces petits détails ne tiennent pas debout. D'accord, ça n'a pas de sens. Et vous ne pouvez pas me dire que pour dissiper cette rumeur, n'est-ce pas, en laissant les gens voir les historiques d'appels, en laissant les gens voir les enregistrements vidéo, cela nuirait d'une manière ou d'une autre à l'affaire parce que c'est ce qu'ils essaient de nous faire croire en ce moment. Comme si la transparence pouvait nuire à l'affaire. Et comme je l'ai dit, si la transparence nuit à l'affaire, c'est parce que vous n'avez pas d'affaire. D'accord? Si la transparence nuit à l'affaire, c'est parce que vous n'avez pas d'affaire. Et si vous me dites que vos historiques d'appels ce jour-là, pourraient d'une manière ou d'une autre nuire à l'affaire, vous me demandez d'être idiot. Et je ne peux pas être idiot. Je ne peux pas faire semblant d'être né de la dernière pluie. Vous mentez. Ils mentent à propos des appels téléphoniques. Ils mentent sur le moment des appels téléphoniques. Les appels téléphoniques n'ont aucun sens. Alors quand je dis ça, je vais me calmer.
Je vais m'énerver un peu. J'ai dit que je n'allais pas faire ça, mais je m'énerve à nouveau. D'accord. Maintenant, j'ai bon espoir que nous aurons plus de clarté à l'avenir. Et autre chose que je veux dire, en me basant sur hier, j'ai le sentiment qu'il préparait Mikey à devenir le nouveau Charlie. Eh bien, voici un autre petit fait amusant. Évidemment, après la mort de Charlie, il n'y a plus eu de nouvelles. Publication programmée sur sa page YouTube, c'est-à-dire, vous savez, sur votre page YouTube, il y a la section en direct. C'est là où vous êtes en ce moment. Ils avaient les vidéos en direct des gens lors de l'événement commémoratif. Mais en ce qui concerne les publications programmées à publier, ils n'ont pas relancé sa chaîne YouTube, ni commencé à programmer ses publications avant la fin de l'événement commémoratif, ce qui est logique. Tout le monde devait être mobilisé pour l'événement commémoratif. Et quand ils sont revenus et ont commencé à programmer des publications sur la chaîne de Charlie, la première publication programmée était le discours de Mickey McCoy. C'était une photo, je vais vous montrer ça. Regardez, donc ça va dans l'ordre du bas vers le haut. Donc vous voyez, il y a Charlie et Ben, il y a Charlie et Jack Posobiec. Il y a Charlie. Et puis ça s'arrête. Et puis, quand ils ont relancé la chaîne avant même de diffuser le discours d'Erika, ils ont diffusé l'image de Mikey McCoy et de sa femme. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas du tout ça. Ça pue au plus haut point. OK, parmi tous les discours que vous auriez pu choisir pour commencer, n'est-ce pas? Vous auriez pu choisir J.D. Vance. Vous auriez pu choisir Trump. Vous auriez pu mettre Erika. Erika était la deuxième. Vous avez mis Mikey McCoy et sa femme. Qu'est-ce qui se passe? Quoi qu'il en soit, j'espère que certains points seront clarifiés ce soir lors de la très attendue interview entre Jesse Waters et Erika Kirk. Je vais regarder. Je suis vraiment ravie d'entendre davantage Erika. Je sais qu'on lui a évidemment laissé le temps de faire son deuil et j'espère qu'elle va nous en dire plus. Juste un peu plus de clarté sur toute cette situation. J'ai juste besoin qu'on apporte un peu plus de sens à cette situation. Enfin, et pour changer de sujet, ce que je veux vous dire, et cela fait écho à ce que j'ai dit plus tôt, c'est de faire très attention car toutes les mauvaises personnes, et par là j'entends le camp pro-Israël, nous font clairement comprendre qu'un autre 11 septembre se prépare. Ils intensifient la rhétorique sur le djihad. Tout le monde est un djihadiste. Les musulmans comme si les musulmans arrivaient et que les musulmans sont déjà là. Bob Donny, il y a une menace djihadiste. Quelque chose de gros se prépare. Et le Pentagone, d'accord, là où se trouve le département de la Défense, le Pentagone qui a été impliqué dans le 11 septembre, il y a beaucoup de questions sur ce que faisait le Pentagone, l'argent, beaucoup de questions sur le Pentagone. D'accord, ils viennent tout juste de délivrer des accréditations de presse. Ils viennent d'intégrer Laura Loomer à leur corps de presse. Je ne plaisante pas. Regardez ça, regardez ce titre. L'activiste conservatrice Laura Loomer, une alliée de Trump, affirme qu'elle a une nouvelle accréditation de presse du Pentagone. Maintenant, ça c'est intéressant. Cela devrait intéresser tout le monde, car il n'est pas nécessaire d'être un détracteur ou un admirateur de Laura Loomer pour savoir que Laura Loomer a littéralement des problèmes psychiatriques. D'accord. Elle a été placée à plusieurs reprises en garde psychiatrique 5150. C'est la personne qui, au cas où vous ne le sauriez pas, s'est enchaînée à Twitter lorsqu'elle a été bannie de la plateforme. Et elle portait une étoile de David. Maintenant, plus fou encore que le fait qu'elle se soit enchaînée au siège de Twitter en portant une étoile de David et en essayant de faire un parallèle entre son bannissement de Twitter et l'Holocauste, c'est le fait que Laura Loomer n'est en réalité pas juive. D'accord, donc elle vit dans l'illusion d'être juive. C'était simplement politiquement opportun pour elle de dire qu'elle était juive. Elle ne peut pas fournir de photos de bat mitzvah parce que cela n'a jamais eu lieu. Pas de bat mitzvah, cela n'est tout simplement jamais arrivé. Elle est devenue juive. En somme, je suppose, pour des raisons politiques, et elle est allée si loin dans cette crise identitaire qu'elle s'est enchaînée au siège de Twitter et a transformé cela en une affaire juive lorsqu'ils l'ont exclue de Twitter en 2018. Maintenant, je ne suis même pas d'accord avec le fait qu'il l'ait exclu. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'ils excluent qui que ce soit, mais il faut savoir que notre département de la Défense, pour une raison quelconque, donne le signal qu'elle est une personne acceptable pour être dans le bâtiment. Cela semble tout de même présenter un risque de fuite. Si vous vous souciez simplement de la sécurité et de la défense de base, vous n'autoriseriez pas cette personne à entrer dans un bâtiment comme le Pentagone, en particulier. Et ils le font. Pourquoi? Parce qu'elle a prouvé à maintes reprises qu'elle n'a pas d'âme et qu'elle mentira encore et encore sur des personnes, des lieux et des choses qu'elle voit de ses propres yeux.
tant qu'elle défend l'État d'Israël, ce qui n'a absolument rien à voir avec elle, ni avec son origine ethnique, ce qui est insensé, d'accord? En plus de cela, nous avons Josh Hammer, qui a juste l'air maléfique, qui ressemble carrément à un méchant de James Bond et qui, comme beaucoup d'autres, laisse entendre qu'il va y avoir un autre 11 septembre. Et encore une fois, le camp pro-Israël en sait un peu sur ce sujet. Écoutez ce que Josh Hammer a dit. New York, pour l'instant, il semble que vous soyez vraiment dans de beaux draps. Pour l'instant, il semble que vous allez littéralement avoir un malade qui cite Karl Marx, adore le Hamas et incarne cette alliance rouge-verte malsaine. Oui, c'est un véritable malade. Vous allez avoir ce type comme prochain maire. Un quart de siècle, en fait un peu moins d'un quart de siècle après le 11 septembre, après la plus grande attaque terroriste islamique de masse de l'histoire mondiale. Certainement dans l'histoire américaine, mais trouvez-moi un autre événement unique ayant causé autant de morts que ceux qui ont tragiquement péri le 11 septembre 2001, un jour dont, en tant que natif de la banlieue new-yorkaise, je me souviens trop bien. Moins d'un quart de siècle plus tard, ils vont avoir un maire musulman, et pas seulement un maire musulman, mais un maire musulman qui a refusé à plusieurs reprises de condamner fermement des choses comme la mondialisation de l'intifada, qui a injecté sa propre une marque toxique d'extrême gauche de la politique du Moyen-Orient et a réussi à l'injecter dans une élection municipale là-bas, pour diverses raisons liées à la politique identitaire. De qui as-tu le plus peur en tant qu'Américain, des musulmans ou des sionistes? Je vais dire les sionistes, personnellement, parce que chaque fois qu'ils commencent à parler de guerre, chaque fois qu'ils ont envie d'une guerre, comme s'ils voulaient un changement de régime en Iran, ils trouvent une raison qui leur convient. Il se passe quelque chose et soudain, nos garçons sont envoyés en mission. Donc, ce que je peux dire, c'est que votre meilleure protection contre cela est tout simplement de refuser de combattre dans la guerre qu'ils annoncent, à mon avis. Refusez tout simplement. Refusez. Franchement, par principe, je refuse. Parce que notre administration a été infiltrée et que des personnes extrêmement malfaisantes sont à la tête de l'armée américaine et, à mon avis, ne se soucient absolument pas des vies américaines, ne prennent aucune position pour les libertés que des personnes ont défendues par le passé. Comme si cette administration ne défendait même plus la liberté d'expression sur les campus universitaires. Et c'est un revirement, c'est un virage à 180 degrés par rapport au Trump qui est descendu de l'escalator. Je ne le soutiendrai pas. Vous ne me convaincrez pas que c'est le mouvement MAGA, ça ne l'est pas. Et la raison pour laquelle je sais que ce n'est pas le cas, c'est que tous les Never Trumpers l'encensent. Et j'ai toujours été contre les Never Trumpers. Donc si Trump a rejoint le parti des Never Trumpers, tant mieux pour lui, mais je ne le suivrai pas là-bas. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet avant que nous répondions à certains de vos commentaires. Nous allons passer la parole à quelques sponsors. Très bien, je vous l'avais dit, nous allons commencer à sélectionner le meilleur commentaire de chaque épisode. Voici donc le meilleur commentaire de l'épisode d'hier. Margaret écrit « Le pasteur McCoy me met très mal à l'aise. Quelque chose de très maléfique émane de cet homme. Il n'a pas un visage bienveillant. Je suis d'accord avec vous. Comme je l'ai dit, Charlie a toujours dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Je le regarde et je sais que tout est faux. Je sais juste que tout est faux. » Stephen Forker écrit « Candace, je soutiens Trump depuis 2016, mais après la mort de Charlie et le manque total de transparence, est-ce toujours le même Trump pour lequel Charlie, toi et des millions d'autres avaient voté et en qui vous croyez? Absolument pas. Et comme je l'ai dit, c'était avant la mort de Charlie. Ensuite, le moment décisif pour moi où j'ai compris que nous étions complètement occupés, c'est quand il a dit « Pourquoi parle-t-on encore de Jeffrey Epstein ?» Une histoire est sortie plus tard disant qu'il protégeait certains de ses donateurs. Et c'est ça le problème. Vous savez, c'est son vice. Trump aime l'argent et il semble qu'il ait vendu son âme pour de l'argent. C'est la réalité. Et comme je l'ai dit, ils ne vont pas me convaincre que j'ai le soutien et l'administration qui veulent me faire douter de moi-même à propos d'une personne qui a fait du mal à des enfants. D'accord. Ça n'arrivera pas. John Diamond écrit « Cher Candace, si nous sommes dans la matrice, et c'est le cas, tu es Morpheus. Tout ce que tu offres, c'est la vérité, et personnellement, merci de m'avoir aidé à ouvrir les yeux sur Israël. Comme toujours, tout mon amour à toi, George et tes enfants. Le Christ est roi. En effet, il l'est. Et tu sais, nous finissons tous par nous réveiller à un moment donné. Je suis reconnaissante si des gens ont appris grâce à mon émission. J'espère que les gens se pousseront à lire les livres, parce qu'on ne peut pas juste comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Il faut aussi reconnaître comment Israël s'est formé. Il faut commencer par Sigmund Freud, le mouvement sioniste naissant, Theodor Herzl, son lien avec lui, et pourquoi ils étaient connectés. Nous parlons de tout cela dans mon club de lecture. Même si vous ne pouvez pas rejoindre le club de lecture,
vous pouvez quand même acheter ces livres. Donc, je commencerai par L'assaut contre la vérité de Jeffrey Masson, puis je passerai à ce livre absolument essentiel qui est Sigmund Freud et la tradition mystique juive. Je pense que la combinaison de ces deux livres est absolument puissante pour comprendre le récit sioniste. Je le pense vraiment. Et vous commencerez aussi à reconnaître les tactiques psychologiques qu'ils utilisent contre nous, le gaslighting. C'est pour cela qu'ils célèbrent Sigmund Freud, parce qu'il a popularisé le fait de manipuler psychologiquement les personnes qu'ils ont blessées. C'est un fait inéluctable, comme le souligne Jeffrey Masson, qui était responsable des archives de Sigmund Freud. Et Andrea écrit « S'il vous plaît, aidez-nous à retrouver la vidéo de la réponse complète de Charlie Kirk à la première question qu'on lui a posée à propos de Jésus-Christ à Utah Valley. Je n'ai pas réussi à trouver le clip entier de 8 à 10 minutes. Seulement des vidéos de 20 à 60 secondes apparaissent. Ça ne devrait pas être aussi difficile à trouver. Mon producteur a noté que la vidéo a circulé et que nous l'avons. Je pense que le meilleur moyen de trouver ce genre de choses, c'est toujours sur X. Je pense vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui partagent ce genre de choses. Donc oui, je ne sais pas comment on pourrait vous l'envoyer. Nicolas écrit « J'adore voir autant de gens dans le chat se plaindre de ce dont Candace choisit de parler ou affirmer qu'elle fait du profit, mais continuez à regarder et à augmenter les vues de Candace. Oui, ce sont nos amis sionistes habituels. Ils sont là à chaque épisode, dites-leur bonjour. Intuition Jen écrit « Merci de dénoncer TPUSA et de les tenir responsables. C'est vraiment nul, c'est vrai. Et ça ne survivra pas. Ça ne survivra pas à ça. S'ils ne sont pas transparents sur ce qui s'est passé, s'ils ne sont pas transparents sur la raison de tous ces changements dramatiques, qui étaient les agents restés à la maison, avec qui était-il au téléphone? Il n'y a aucune chance qu'il ait tenu, maintenant que j'ai vu les images, tout le temps, alors qu'il était encore au téléphone. Il ne compose pas de numéro et il reste dessus beaucoup trop longtemps. Ils nous mentent. Et je ne sais pas pourquoi ils nous mentent, mais on ne ment que lorsqu'on a quelque chose à cacher. Alors, qu'est-ce qu'ils nous cachent? Kathleen, et qui protège-t-il? Qui protège-t-il en réalité? Kathleen Carré écrit « Merci pour tout ce que vous faites. Que pensez-vous du fait que Jordan Peterson soit tombé malade alors qu'il était en Israël? J'ai du mal à croire que quelqu'un d'aussi intelligent ne se soit pas rendu compte. Je ressens spirituellement que quelque chose ne va pas, qu'il ait disparu juste avant qu'il ne tire sur Charlie. Je ne savais pas qu'il était tombé malade pendant qu'il était en Israël. Je ne pense pas que, si l'implication ici est qu'il changeait de point de vue. Jordan Peterson a en fait toujours été un pilier sur le sujet d'Israël. Je n'ai même jamais vu la moindre fissure sur ce sujet. Et moi, personnellement, j'ai trouvé cela insupportable parce qu'il était tellement hypocrite sur ce sujet en particulier. Et je ne sais pas, je ne suis pas fan de Jordan Peterson parce que je ne pense pas qu'il ait vécu sa vie de la manière dont il a inspiré tant de gens à vivre la leur. Évidemment, cela mis à part, en compartimentant mes désaccords idéologiques avec Jordan Peterson, j'espère qu'il ira mieux. Et oui, il faudrait que je me renseigne sur la façon dont il est tombé malade. On obtient des réponses très étranges qui n'apportent pas beaucoup de clarté. Donc je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe avec Jordan Peterson. Je n'ai aucun éclairage à ce sujet. Noah écrit que l'IPAC va essayer de faire une prise de contrôle hostile de Turning Point USA. Je pense que, en fait, c'est déjà arrivé. Et je pense que ça se produisait depuis un certain temps. Et je cherche à obtenir des preuves de cela pour vous. Mais j'entends certaines choses. Plus d'informations vont sortir parce que nous n'allons pas laisser tomber. Raven écrit, Brandon Briggs a dit lors de sa dernière émission de prier pour Candace Owens, Alex Jones et Tucker Carlson, des voix courageuses qui exposent les ténèbres, que Jésus-Christ de Nazareth les protège tous. Merci beaucoup. Et priez, priez rapidement. Ces choses fonctionnent. Et nous vivons une époque de révélation extraordinaire. C'est très clair. Et cela fait que nous vivons une période dangereuse. Vous savez, les temps de grande révélation sont des moments où le mal devient plus désespéré. Et je crois que le meurtre de Charlie est arrivé parce que le mal était devenu très désespéré. Et ce qui est vraiment drôle, quand je dis drôle, je parle d'humour noir, drôle. Alors que je racontais cela à mon équipe plus tôt, j'ai dit que le problème avec ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont planifié parfaitement, n'est-ce pas? Et il ne devrait jamais y avoir un comportement parfait si une situation est naturelle. C'est ça le problème, non? Ils l'ont planifié à la perfection. Donc, ce coup de téléphone et le fait de s'éloigner, ce n'est en réalité pas ce qu'une personne naturelle ferait. Savoir dans quelle direction marcher, tu serais complètement perdu. Tu paniquerais, tu crierais, tu courrais vers la personne. On dirait que une opération militaire. Tout ce que nous voyons ce jour-là ressemble à une opération militaire. Et c'est ça le problème, non? C'est pour ça que les ordinateurs, ils ne prennent jamais en compte la partie où il y a un comportement humain. Le comportement humain fait défaut dans cette circonstance. Et c'est ce qui nous met
tous mal à l'aise. Ils veulent qu'on oublie ça. Ils veulent qu'on soit distrait à ce sujet, comme si on avait un TDAH. Ils veulent qu'on passe à autre chose et qu'on commence à parler de la course Mamdani. Et nous devons nous engager à ne pas lâcher prise, car chaque jour nous nous rapprochons. Nous allons augmenter la pression sur eux. Si cela m'était arrivé, Charlie ferait exactement la même chose. Je sais qu'il le ferait. C'est une forme de mal qui devrait effrayer tout le monde, car cela implique que si c'était effectivement un assassinat militaire, alors il y a, enfin, inutile de parler d'état profond. Nous parlons ici d'une forme de mal si extraordinairement étendue que même les propres alliés de Charlie dans son entreprise et à la Maison-Blanche. Certains d'entre eux auraient dû en être conscients. Évidemment, pas tous, mais certains auraient forcément dû être au courant pour que cela puisse être mis à exécution. Et nous le ressentons. Nous le ressentons dans le manque d'informations qui sortent, dans les mensonges qui sont racontés, dans la dissimulation des 12 téléphones portables israéliens, parce que si vraiment il n'y avait rien, alors il n'y aurait rien. Ils partageraient cette information. Au lieu de cela, Kash Patel est paniqué, il est en colère et il crie sur les gens, d'après ce que j'entends. Alors continuons à creuser. Expose the Truth écrit, le passage de ce débat de mer ressemble à un sketch de SNL. En effet, c'est le cas. En tant que libertarien à tendance conservatrice, je ne suis pas d'accord avec le socialisme, mais une partie de moi est contente que Mamdani ait gagné parce que cela envoie un message. C'était censé être MAGA, pas méga, exactement. Et quand on voit ce sketch, ça nous rappelle le début de Trump. Trump était sur scène et il critiquait tout ce qu'il disait. Et il était vraiment drôle et il restait fidèle à ce en quoi il croyait. Et nous pensions qu'il allait bouleverser l'establishment. Et maintenant, on dirait qu'il a été complètement avalé par le même marécage qu'il était venu assainir. Bon, quel que soit le monstre du marécage, il a des griffes, c'est ce que je dirais. Il a des griffes. Et donc, je me sens évidemment déçu par Trump. Mais cela n'est rien comparé à ce que je ressens envers toute la famille Trump, vu tout ce que Charlie a fait, pour les amener là où ils sont aujourd'hui. Leur silence, pour moi, c'est vraiment quelque chose. Comme je l'ai dit, je ne voterai pas tant que cela ne sera pas résolu. Je me fiche que Dana Lash et tous les néoconservateurs veuillent s'en plaindre. Ma plateforme servira à dire aux gens qu'ils ne devraient avoir aucune confiance dans le système, aucune, tant que cela ne sera pas réglé. Bref, si vous souhaitez soutenir mon travail, comme toujours, je vous invite à visiter makhimasandwich.com et à acheter le livre. Vous allez vraiment l'adorer, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année. Je vais aussi signer quelques exemplaires, ne sais-je pas, au moment où je quitte l'antenne aujourd'hui. Ce sera donc disponible, makhimasandwich.com, et vous pouvez vous abonner à notre site web candiceowns.com. C'est une autre façon de nous soutenir, ainsi que le travail que nous accomplissons, car nous sommes une toute petite équipe, incroyablement petite, qui rend tout cela possible. Cette émission a lieu chaque jour, sans exception. Achetez un t-shirt, achetez l'une de ces incroyables tasses qui viennent tout juste de sortir, on ne sait pas, mais on sait, des tasses Standaz. Et comme toujours, même si vous ne pouvez pas le faire pour l'instant, j'apprécie simplement que vous soyez là chaque jour et que vous regardiez cette émission. Nous vous sommes tout simplement extrêmement reconnaissants. Alors, on se retrouve demain.